Je pense que les Français ont vu hein, les dysfonctionnements de cette Europe, encore récemment. Je crois que l'actualité de ces 2 derniers jours en a montré au moins 3. Le premier, ça a été l'affaire de la garde à vue. C'est en vertu d'une directive européenne qu'on va tenter, parce que j'ai vu que le gouvernement s'y oppose juste avant les élections, sur la modification du régime de la garde à vue pour que les avocats aient accès au dossier dès la première heure de garde à vue, ce qui va poser un certain nombre de problèmes à la fois à la police, mais pas seulement, à la justice elle-même. Ça, c'est une injonction de l'Europe. L'autre problème, ça a été la grève des surveillants de prison, eux aussi victimes d'une autre directive européenne qui, elle, empêche la fouille à corps dans les prisons, ce qui peut paraître totalement aberrant quand on connaît la violence qui s'exprime quelquefois dans ce genre de lieu. Et puis la troisième chose, c'est la décision de la Cour de Luxembourg d'avant-hier qui interdit à tous les États de contraindre les étrangers qui viennent rejoindre soi-disant leur famille par le biais du regroupement familial, de les contraindre d'apprendre la langue dans le pays d'origine, dans le pays dans lequel ils vont. C'est-à-dire que demain, nous pourrons accueillir tout un tas de personnes venant de tous les pays du monde, même s'ils ne comprennent pas un traître mot de français. Il faudra se mettre à leur niveau pour leur fournir des traducteurs, des textes traduits pour leur signifier leurs droits, etc. Ce qui me paraît, encore là, une fois, une aberration. Voilà 3 exemples récents des méfaits de l'Europe. Je crois qu'au-delà de ces 3 cas qui ne sont pas anecdotiques, mais qui font l'actualité, je pense que toute la politique qu'on écoutait ce matin religieusement, si on peut dire François Hollande, bon, mais voilà, je crois que nous sommes dans une nasse et que nous n'en sortirons pas, et en tout cas pas avec M. Hollande, dans la mesure où, imperturbable, il continue à vouloir mener la même politique, cette même politique qui a été décidée, là aussi, par la Commission et par les impératifs de l'Europe de Bruxelles. C'est la fameuse politique d'austérité et le fameux pacte comment il a dit, de compétitivité et de solidarité. C'est surtout 50 milliards d'euros à trouver à l'époque du contribuable. Et quand on regardait cette interview, enfin quand on entendait, puisque nous étions en voiture, nous l'avons écouté, les Français qui viennent parler de leur quotidien, les difficultés des retraités, avec des retraites de misère, les difficultés de mères de famille, seuls, les difficultés de gens qui travaillent, de cadres moyens. La classe moyenne est en train de souffrir. Comme réponse, ils n'ont eu pratiquement rien que « mais nous sommes sur la bonne voie, le retournement va s'opérer, tout va aller mieux demain. Merci Madame la Marquise. » Le problème, je pense, est d'une autre ampleur. Et tant que nous ne reviendrons pas sur l'architecture même de cette Europe, eh bien nous aurons, je pense, de graves problèmes et nous continuerons sur cette courbe descendante. Notre campagne, comme je vous l'ai dit, est une campagne courte. Nous avons mis le paquet, si je puis dire, sur le public postal en ce qui nous concerne, c'est-à-dire que tous les habitants de notre grande région, pratiquement 3 millions de personnes, des lecteurs en tout cas, vont recevoir un 4 pages avec notre programme, ce qu'on reproche à l'Europe, ce que nous souhaiterions pour l'Europe. Le débat, je crois qu'il n'y a qu'un débat prévu le 20 mai, avec toutes les autres têtes de liste sur le réseau France 3 interrégional, Toulouse, Montpellier. On a fait un premier débat, d'ailleurs qui n'a pas alors lui passionné les foules, au centre des congrès Pierre Baudis, avec Mme Alliot-Marie, José Bové, M. Rochefort. Mélenchon n'était pas là parce qu'on ne savait pas encore s'il était candidat. Et nous avons un grand meeting qui est un meeting symbolique qui aura lieu le 9, c'est-à-dire vendredi prochain, à Béziers, qui est une ville dont le maire nous est évidemment aujourd'hui favorable. C'était pour bien montrer notre ancrage territorial dans une région, je pense, très prometteuse pour l'avenir, Languedoc-Roussillon. Et ce sera le seul meeting de la campagne. Meeting auquel vous êtes cordialement conviés, évidemment. Je crois qu'il y a un bus qui part de Lourdes. Oui, il y aura un bus qui part de Lourdes, qui prendra des gens Pau, qui part de Lourdes
en passant par Toulouse. Voilà, alors, chaque fois, je répondrai à vos questions, mais on nous dit vous êtes optimiste, vous êtes optimiste. Moi, je reste prudent. Voilà, j'ai fait l'expérience des sondages aux élections municipales. J'ai vu à quel point ils se sont trompés, et beaucoup trompés. C'est vrai que c'est pas facile de sonder à un niveau local, parce qu'il y a des paramètres que les sondeurs ne maîtrisent pas souvent. Ça a l'air plus simple au niveau national. La seule chose, je pense, et la seule certitude que nous aurons, c'est la deuxième vague de la défaite socialiste, qui celle-là me paraît inéluctable, même dans nos régions qui pourtant sont aveuglément socialistes et radicales, parce que je pense que quand on a fait l'expérience pourtant de naufrage, en général, on ne remonte pas sur les mêmes rafios. Bon, il semble que dans nos pays de Midi-Pyrénées, que je connais bien, le fait d'avoir fait naufrage à plusieurs reprises avec les socialistes continue imperturbable à un certain nombre de nos concitoyens de faire l'expérience du vote socialiste. Il faudra qu'ils en sortent. Parce que je pense que l'expérience Hollande aura été la dernière. Et moi, je suis d'ailleurs d'avis, comme beaucoup d'observateurs de la vie politique, je pense que le Parti socialiste est en train de vivre, je ne vais pas dire ses derniers instants, mais ses derniers instants de Parti socialiste tel que nous l'avons connu, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça avec une politique aussi aveugle des réalités, aussi aveugle de ce que ressentent nos compatriotes. Et même s'il y a un vote culturel fort, je pense que ce vote est en train vraiment de se transformer. Il y a une interrogation chez beaucoup de Français aujourd'hui, chez beaucoup de nos compatriotes, et je pense que cette élection européenne va contribuer à faire avancer les mentalités, à faire avancer les choses. Ce n'est qu'une élection d'étape, il ne faut pas se faire d'illusions. L'élection européenne n'a jamais été une très bonne élection pour nous, contrairement à ce que j'entends dire dans beaucoup de canaux d'information. Ça a toujours été une élection difficile. C'est là où nous avons émergé, en 1984, mais nous n'avons jamais dépassé les 11% à cette élection. Et je pense que si nous dépassons aujourd'hui les 20%, ce sera quelque chose d'extraordinaire, il faut quand même le dire, d'important, et qui voudra, je pense, qu'il y aura signification pour les scrutins d'après. C'est pour ça que je sillonne les départements. C'est aussi pour préparer les scrutins d'après, puisque Claude sera évidemment candidat, il y aura les sénatoriales, mais Claude sera candidat aux élections régionales aussi, dans la région Midi-Pyrénées, et si le Parti socialiste est bas, nous pourrons peut-être assister au basculement de cette région à nouveau, hein, qui avait été pris, comme on le sait, en 1998 par la bêtise de la droite de l'époque, et puis les élections cantonales, même si, j'ai bien écouté Hollande ce matin, il souhaiterait les reporter en 2016, mais la décision ne lui appartient pas, hein, parce que le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel sont très attentifs à ce genre de choses, et il faudra quand même compter avec leur expertise. On verra. Je pense que ça va dépendre, je pense, du package, comme on dit aujourd'hui, et de la réforme elle-même. Très honnêtement, pour en dire un mot, nous ne sommes pas favorables ni à l'élargissement des régions, parce que parler de proximité en élargissant les régions, c'est-à-dire en éloignant le centre de décision des électeurs, ça me paraît être totalement utopique. Moi, nous restons, nous, sur un schéma classique qui a fait ses preuves et qui mérite un toilettage, mais qui est un toilettage électoral: État, département, commune. S'il y a des échelons à supprimer, c'est la région, qui, il faut quand même le dire telle qu'elle est aujourd'hui, ne sert pas à grand-chose. Il faut la supprimer en tant que telle, et la maintenir en tant que, comment on appelle ça, en tant que collectivité qui rassemble à son sein les élus des départements. C'est-à-dire une élection à 2 étages, mais surtout mettre la proportionnelle dans les départementales, parce que c'est ça qui est important, et j'allais dire arrêter avec l'enchevêtrement des compétences, la clause générale de compétences, etc. Parce qu'évidemment, ça a mené à ce que l'on connaît aujourd'hui de gaspillage. Le problème, c'est que M. Valls et M. Hollande veulent nous faire payer 30 ans de gaspillage de collectivités territoriales. Ils disent ça ne marche pas, c'est parce qu'il y en a trop. Mais ce n'est pas vrai. Ça ne marche pas parce qu'elles ont été mal gérées. Qu'on a dépensé à outrance,
qu'on a recruté des fonctionnaires territoriaux à outrance, que l'État s'est déchargé de compétences sur les régions, notamment sans baisser sa pression fiscale et sans baisser la masse salariale des fonctionnaires d'État. Voilà, nous avons vécu au-dessus de nos moyens et aujourd'hui nous arrivons là encore sur une voie sans issue de la décentralisation et nous espérons, nous, qu'il y aura un vrai débat démocratique, que nous pourrons porter notre pierre à l'édifice et puis surtout quand même, que François Hollande organisera un référendum sur le sujet. Je vois mal comment il pourrait supprimer les départements sans demander, sans consulter l'avis du peuple. Je rappelle qu'il y a 2 institutions majeures en France, j'allais dire 3 avec le préfet. La commune, qui est à la base de toutes nos libertés locales, avant la Révolution française, parce qu'on l'oublie. On votait dans les communes, y compris sous l'Ancien Régime. C'est l'une des bases de la démocratie et de nos libertés. Et puis deuxièmement, le département quand même. Si même a été taillé à la serpe lors de la Révolution française, avec quelquefois des incohérences, est totalement rentré dans les mœurs, fait partie de notre patrimoine, est, j'allais dire, est républicain par définition. Toucher au département, c'est toucher à l'essence même de la République. Et quand j'entends ces gens-là avec le mot République à la bouche en permanence, moi je m'interroge sur la réalité des choses. La réalité, c'est qu'ils veulent aller vers la régionalisation, vers des Länder à l'allemande, et ils veulent détricoter la France pour créer un vaste espace européen de grandes régions, et puis pour terminer par les États-Unis d'Europe, qui est le modèle des Eurobéats, de gauche comme de droite, c'est-à-dire du Parti Socialiste aujourd'hui, et de la frange la plus socio-libérale de l'UMP, les Raffarin, les Juppé, les Barouin, les Copé, voilà, toute cette frange-là. Eh bien, nous sommes contre ça. Voilà. Nous restons républicains, authentiquement républicains, et souverainistes. Et souverainistes. Et nous n'en déborderons pas. Et je pense que nous avons en plus derrière nous une large fraction du peuple français qui est d'accord avec cette manière de voir les choses. D'ailleurs, je crois que tu as écrit un livre qui va sortir bientôt. Qui va sortir la semaine prochaine, qui s'appelle « Des présidents français et la construction de l'Europe » et qui montre comment depuis De Gaulle, qui fait l'analyse de cette construction européenne qui petit à petit a vidé la France de sa souveraineté, il faut bien le dire, par la responsabilité des présidents de la République française, De Gaulle ayant été en quelque sorte le seul à avoir résisté à cette tentation que tous nos politiques ont eue depuis longtemps, puisque Schuman et Jean Monnet déjà, à l'époque, avec le fameux traité de l'Europe et de l'acier, la CECA, qui était déjà un traité supranational, avec les conséquences que l'on sait, puisqu'il y a eu le traité de la CECA, il n'y a plus de charbon, il n'y a plus d'acier. Donc c'était une réussite totale, si je puis dire. Donc je pense qu'il faut revenir à des choses beaucoup plus pragmatiques, réalistes, faire confiance aux nations, au peuple, il y a des réalités nationales, et tout le reste n'est qu'utopie et aventure. Vous avez pu le voir dans l'Ourthe déjà et dans les villages environnants, également sur Tarbes, Auréllan, enfin tous les grands secteurs du département, les 2 sous-préfectures, Argelès-Gazost, Bagnères de Bigorre, on a des équipes de collage partout, pareil pour le tractage, avec 2 thèmes de tract, un sur l'immigration et notamment l'immigration illégale qui rentre en France, et ses conséquences sur l'Europe, et un autre sur toutes les politiques d'austérité qui ont été mises en place successivement par nos différents adversaires, de gauche comme de droite, et qui ont évidemment, qui appauvrissent énormément les populations européennes. Voilà, plus ça c'est le travail. Plus la petite... Voilà, c'est ça. Plus un jeu des 7 erreurs qui sera à la disposition à la permanence pour les journalistes qui le souhaitent. L'UMPS, le jeu des 7 erreurs, l'UMPS et l'Europe de Bruxelles. Voilà. Vous avez un site internet qui est dédié à notre campagne aussi, qui marche très bien par ailleurs. Vous trouverez tous les argumentaires, y compris sur l'euro. Un petit mot sur l'euro, parce que c'est vrai qu'il y a des enquêtes d'opinion qui montrent que les Français sont assez réticents à une sortie de l'euro, mais ils sont aussi majoritaires à dire que depuis que l'euro est là, tous les problèmes se sont cumulés, de pouvoir d'achat, de perte de croissance, de perte de compétitivité, etc. Et petit à petit, nous sommes rejoints ce qui pouvait apparaître comme hasardeux il y a 2 ans, quand Marine Le Pen a lancé le débat à la présidentielle. Et bien aujourd'hui, petit à petit, eh bien, il s'installe. Moi, je me souviens quand on disait à Marine Le Pen, vous racontez n'importe quoi sur l'euro,
Et bien depuis, vous avez le ministre de l'économie, M. Montebourg, qui dit que l'euro est trop fort, qu'il faudrait qu'il baisse. Le problème, c'est qu'il ne peut pas baisser parce que les Allemands n'ont pas intérêt à ce qu'il baisse pour le coup, et que effectivement, ça devient un carcan très difficile. Vous trouverez des argumentaires de nombreux spécialistes de l'économie. Je pense à un économiste de gauche, par exemple, comme Jacques Sapir, qui a fait une excellente étude sur la sortie de l'euro, que j'ai là d'ailleurs sur son site qui s'appelle Russe Europe d'ailleurs, que vous trouverez, qui est très intéressant. Et puis nous avons quand même notre spécialiste Bruno Le Maire, qui n'a rien à voir avec le Bruno Le Maire de l'UMP, qui est un professeur à HEC à la retraite, qui est docteur en économie, docteur en mathématiques, qui est à Perpignan, qui est élu conseiller municipal avec moi, et qui vient de sortir aussi, lui aussi, un excellent argumentaire sur la sortie de l'euro, qui montre pourquoi l'euro, aujourd'hui, est quelque chose qui pénalise notre économie, et pourquoi il faudrait revenir vers une monnaie commune, en sortant de la monnaie unique. Les idées font leur chemin, alors quelquefois on peut apparaître marginaux à certaines époques, et puis on finira par dire que nous avions raison, comme en matière d'immigration, et comme en matière d'autres sujets qui sont actuellement, qui font l'actualité de la France. J'espère en tout cas que ce débat aura lieu sur l'euro, parce qu'il est très important, je pense, pour l'avenir. Alors le site internet c'est www.louisalliot2014.com. Vous les avez sur le bandeau qui est au mur. Je vous présente également Joël Melin, qui est à ma droite, qui est médecin et qui sera seconde de liste derrière notre tête de liste Louis Alliot, voilà, pour tout le Grand Sud-Ouest. Voilà, et Joël s'occupe également des caps présidentielles, c'est-à-dire de bâtir tout le projet présidentiel pour Marine Le Pen pour 2017, d'ailleurs elle l'avait fait précédemment aux dernières élections. Je pense que M. Dupont-Aignan préfère avoir un petit chez soi, ou un grand chez soi qu'un petit chez les autres, plutôt, voilà. Mais que, fondamentalement, sur le fond, il ne fait que répéter ce que nous disons depuis toujours. Nous avons, j'allais dire, l'antécédent de nos positions depuis très longtemps déjà. Je rappelle que Jean-Marie Le Pen avait déjà voté contre le traité de Rome. C'est vous dire si sur l'Europe, il était déjà un euro-critique, un euro-sceptique. Non, mais c'est vrai, voilà, je pense qu'aujourd'hui, monsieur... D'ailleurs, il apparaît très anachronique en disant la même chose que nous, pratiquement, mais en disant qu'il ne veut surtout pas du Front National parce qu'il le trouve trop extrémiste. Mais moi, quand je regarde M. Dupont-Aignan et un certain nombre de ses partisans, dont M. Bourdoulex, notamment, je me dis qu'il faut qu'il arrête avec cet argumentaire-là, parce que ça ne tient pas. Là, font de la politique et s'aperçoivent aujourd'hui que Le Pen avait raison il y a 30 ans en arrière. Moi, je suis toujours surpris de voir des gens nous expliquer, Mme Boutin, alors, elle a vu la lumière, elle, d'un coup, elle est arrivée en disant, en voyant, bon, elle était ministre de Nicolas Sarkozy, elle a soutenu Nicolas Sarkozy. Aujourd'hui, elle s'aperçoit que, là encore, que sur cette thématique-là, nous avions raison. M. Dupont-Aignan, c'est pareil. Oui, moi je pense que c'est des gens qui souhaitent simplement exister politiquement. Je répondais par un tweet à Mme Boutin en lui disant qu'elle se présente en fait pour être sûre d'être élue députée européenne. C'est mieux que rien pour elle, puisque son PCD, son Parti chrétien-démocrate, et moi qui suis catholique pratiquant, mais comme beaucoup d'autres, et bien finalement, voilà, ils ont quasiment personne, quoi. C'est une femme qui se présente, qui fait quelques pourcents, et qui au dernier moment, 4-5 mois avant l'élection présidentielle, s'est rabattue à plusieurs reprises sur M. Sarkozy. Imaginez si nous avions dit que l'homosexualité était une abomination. Mais qu'est-ce qui se serait passé? Là, personne ne dit rien. Mme Boutin a dit ça. Quand elle est allée voiler en Iran, qu'elle a été reçue en Iran quand même, voilée, personne n'a rien dit non plus. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, il y a un fort décalage entre ce que disent les politiques. Ils tentent de faire peur sur le Front National, mais ils ne se rendent pas compte que dans l'opinion, pratiquement, ça ne prend plus ou ça prend de moins en moins. Ils sont en décalage. Et ça, les socialistes, je pense qu'il y en a un qui l'a compris, c'est Cambadélis. D'ailleurs, il l'a dit récemment dans son interview. Il a dit traiter le Front National aujourd'hui de fasciste, etc., n'a plus aucun sens. Il faut l'attraper autrement, il faut le contredire, il faut s'opposer à lui. Mais aller dans l'incantation et dire extrémiste, fasciste, etc., ça n'a plus aucun sens. D'ailleurs, les gens, quand vous leur dites ça, ils vous regardent avec des yeux... et je pense que pour l'avenir, c'est une donnée fondamentale de la recomposition politique. Et là, vous avez quelques retours autour de style Mme Boutin, M. Dupont-Aignan, qui vont tenter d'attraper quelques miettes du souverainisme.
alors qu'ils ont toujours combattu le Front National et que nous avons extrémisé parce que nous avions ces positions sur l'Europe, sur l'immigration, sur l'identité. C'est pour ça qu'on nous a mis au banc de la nation pendant longtemps. Aujourd'hui, on s'aperçoit que sur l'immigration, l'UMP a tenté de reprendre notre discours. Sur les valeurs, Mme Boutin tente d'exister. Et sur l'Europe, M. Dupont-Aignan a fait son fonds de commerce. Mais fondamentalement, je pense qu'il n'y a pas d'espace, si vous voulez, entre le PS, l'UMP et nous, pour ces formations politiques. Elles feront leur score, moi, après tout, elles sont libres. Hein. Mais je pense qu'elles resteront encore marginales pour ces élections européennes. Nous avons tendu la main hein, à M. Dupont-Aignan. Hein. Il n'a toujours répondu que par le mépris. Une autre Europe. Voilà, il faut sortir de la logique de Jean Monnet et revenir vers une Europe des nations, une Europe des coopérations, tout simplement. Il n'y a que celle-là qui fonctionnera. Il n'y a pas de peuple européen, il y a une culture européenne, il y a des nations européennes, mais il n'y a pas d'État européen. Or, ce que nous propose aujourd'hui la Commission européenne, c'est de faire un État européen. D'ailleurs, ils ont fait la monnaie unique pour ça. Mais à mon avis, ça, c'est une utopie qui est dangereuse. Et d'ailleurs, elle est aujourd'hui dans une impasse. Et donc, notre grand projet, c'est de sortir de ce schéma-là pour aller dans une autre direction. Nous ne sommes pas des anti-européens, mais nous sommes des eurosceptiques, nous sommes des eurocritiques. Nous ne voulons plus de cette commission, nous ne voulons plus de ce droit européen qui est supérieur à nos lois. Nous voulons retrouver notre liberté de nation libre et de pouvoir défendre notre identité. Voilà. Parce que l'Europe, c'est aussi des racines. Les racines, vous vous souvenez du débat judéo-chrétienne. Nous n'avons pas vocation à accueillir toute la misère du monde. Nous n'avons pas vocation à accueillir la Turquie. Et nous n'avons pas vocation, comme c'est le cas aujourd'hui, d'ouvrir grand nos portes à des populations certes miséreuses, mais dont nous n'avons plus les moyens ni de les accueillir, ni de les entretenir. Voilà, mais malheureusement, ce discours-là, nos gouvernants ne prennent pas la mesure de, je pense, moi, des enjeux, notamment démographiques, qui pèsent sur... Dans un département, il y a une petite flamme. Elle est là, la flamme. C'est la flamme de l'amour, mais c'est la flamme qui donne naissance à quelque chose. Voilà, à une création, à un point de départ dans un département, et en l'occurrence ici, pour le département des Hautes-Pyrénées, c'est Lourdes. On aurait pu penser que c'est Tarbes, ça n'a pas été le cas, il n'y a pas eu de candidat au municipal, et puis bon, Tarbes c'est une ville, j'allais dire, banale. Lourdes, c'est connu dans le monde entier. Alors voilà, c'est à partir de Lourdes que se développe le Front National. Je vous ai dit mes objectifs de transformer, et c'est la mission que le bureau politique Marine Le Pen m'a assignée, transformer cette terre rose-rouge, radicale de gauche et socialiste dans les années qui viennent et 10 ans qui viennent en une terre, je dis, bleu marine, voilà, pour essayer de faire bouger les choses. Et ça prend parce que dans les terres, dans le rural, vous en apercevrez lors des cantonales et des régionales. Ce n'est pas le thème de la conférence de presse d'aujourd'hui, mais ça prend énormément. On a beaucoup d'agriculteurs, d'agricultrices qui effectivement partagent nos idées et en viennent à défendre. Alors ça touche le domaine de l'Europe, parce que la PAC, pour une politique agricole française, nationale, et non pas la politique agricole commune. Donc bon, sur différents thèmes, hein, on s'y retrouve. Mais la vraie surprise du scrutin dans les Hautes-Pyrénées, c'est vrai que c'est cette liste du Front National à Lourdes quand même. Hein. Et d'ailleurs, on en a parlé même au niveau national un peu, ça a été une surprise. Elle a fait un score... Pour ceux qui ne sont pas de Lourdes, à Lourdes, c'était attendu. Oui, enfin c'était attendu. Encore fallait-il la faire, la liste, hein, oui. signal. Ah, mais vous parlez de votre liste. Oui, du résultat. Ah, le résultat, oui. Donc, je pense que le résultat, dans beaucoup de villes, il y a eu des basculements comme ça. C'était peut-être dû aussi à l'usure du pouvoir des maires précédents. Hein. On l'a vu ailleurs. Hein. Bon, mais là aussi, bon, petit mot quand même, la collusion, ici peut-être moins qu'ailleurs, je n'en sais rien, entre la droite et la gauche. Quand le Parti Socialiste vole au secours de l'UMP pour empêcher soi-disant des villes de basculer au Front National, ça devient risible, quoi. Ça marche encore un peu, ça marche à Perpignan, mais ça devient risible. Ça diminue, oui, de plus en plus. Et les Français ne se laissent plus trop attraper à ce genre de jeu-là. Ils ont compris, ils n'acceptent plus d'être trahis, quoi. En fonction de leur conviction personnelle, un électorat de gauche qui se retrouverait à voter pour un candidat de droite, ça existe de moins en moins. Je suis certain, si le cas de figure de 2002 devait se reproduire aujourd'hui, oui. Les gens ne suivraient plus du tout, on n'aurait plus un score comme celui qu'on a pu connaître en 2002.
Alors peut-être un petit mot, parce que c'était le thème de la conférence de presse d'aujourd'hui avec nos amis hôteliers. Lourdes, deuxième ville hôtelière de France. Je crois qu'effectivement, on se rend compte que là aussi, les contraintes en matière de sécurité, en matière de normes en faveur des handicapés, c'est quelque chose qui est devenu très contraignant pour les hôteliers, en particulier ceux du haut, qui ont effectivement une affectation moindre, ceux qui sont situés dans le haut de la ville, et qui subissent de plein fouet non seulement la déchristianisation, donc le manque de pèlerins, l'application de ces normes sécuritaires et pour les handicapés. Évidemment, ça leur pose beaucoup de problèmes. On en a discuté avant avec, il y avait là à la fois le délégué des syndicats hôteliers, il y avait 4-5 hôteliers lourdais, dont M. Béduit, qui tient cet hôtel Marquette ici, et c'est vrai qu'ils nous ont fait part de leurs inquiétudes.